Bonjour à tous. Je reçois Jean-Yves Abonga, le porte-parole du mouvement des syndicats de l'enseignement général technique et assimilé de Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il y a peu, les enseignants de l'enseignement en Côte d'Ivoire avaient initié un mouvement de grève pour améliorer leurs conditions salariales et leurs conditions de travail. Un dialogue avec le gouvernement a été établi, des promesses ont été faites par le chef de l'État allant dans le sens de l'apaisement. Alors, où on est aujourd'hui ce dialogue social? Bientôt, ce sont les examens de fin d'année que pourraient faire les enseignants. Toutes ces questions, je les aborderai avec mon invité Jean-Yves Abonga. Bonjour et merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, le Patriote a annoncé ce matin que les nouveaux salaires des enseignants et des fonctionnaires dans leur ensemble seront positionnés sur leur compte dès la fin de ce mois. Est-ce qu'officiellement, vous en êtes informé? Bonjour Ange, je voulais vous remercier pour notre présence sur ce plateau ce matin. Officiellement, nous n'avons pas reçu d'informations précises de la part du gouvernement sur la question. Donc on attend tous à la fin du mois pour le connaître sur nos salaires. Alors, et si cela s'avérait que les enseignants et les fonctionnaires recevraient à partir de cette fin du mois ces nouveaux salaires-là, est-ce que ce serait la fin du bras de fer que vous avez engagé depuis plusieurs mois maintenant avec le pouvoir? Bon, sur la question, permettez-moi de faire un bref historique pour que les auditeurs puissent bien percevoir la problématique qui a été posée par les enseignants de Côte d'Ivoire. Dans les années 90, les enseignants de Côte d'Ivoire ont subi deux injustices majeures. La première injustice en 91, il s'agissait donc du raccrochage, c'est-à-dire pour le même travail, il y avait deux types de salaires qui étaient donc engagés et il a fallu se battre pour que justement cette injustice-là soit réparée par le gouvernement ivoirien. Et ce n'est qu'en 2001, 10 ans après, qu'on a pu obtenir la réparation de cette injustice. En 1993 aussi, dans la mise en place donc, de la réforme de la fonction publique, l'État a créé 6 familles d'emploi. Et seule notre famille d'emploi du secteur éducation-formation ne comptait en son sein 2 grades, les grades A1 et les grades A2, qui ralentissaient donc la promotion des enseignants à la fonction publique et qui maintenaient les enseignants à un grade A3, alors que les autres fonctionnaires de Côte d'Ivoire voulaient le grade A7, le plus élevé. La seconde injustice qu'il fallait donc faire réparer par l'État ivoirien. Est-ce qu'elle a été réparée, cette injustice-là? Voilà, et c'est le combat qu'on a mené depuis 2001, justement. Et ce n'est qu'en 2007 que le président Laurent Gbagbo a signé un décret, le décret 2007-695 du 31 décembre 2007, qui a donc supprimé ces 2 grades A1 et A2 et créé de nouveaux emplois pour nous permettre d'évoluer au grade A7. C'est ce qu'on a appelé communément le profil de carrière. Donc la suppression des grades 1 et A2 a induit automatiquement un reclassement dans les nouveaux grades créés et aussi a entraîné une incidence financière, bien entendu. Et en 2009, le gouvernement étant dans l'impossibilité de payer cette incidence financière dans sa totalité, a proposé aux enseignants, lors d'une rencontre qu'on a tenue dans la nuit du 1er au 2 décembre 2009, de payer les 50% de cette incidence financière jusqu'à l'atteinte du point d'achèvement de sa PPTE, et ensuite de payer les 50% restants et le rappel qui est induit donc par le non-paiement de 50% dès l'atteinte du point d'achèvement de cette PPTE. C'est ainsi que le Fonds social s'est calmé de 2009 jusqu'à 2012, où on a effectivement observé le paiement de cette incidence financière à 50%, à hauteur de 50%. Après l'arrivée du gouvernement, on a donc rappelé ces engagements pris par le gouvernement en 2009 au nouveau gouvernement qui a été mis en place après la crise sociopolitique. Malheureusement, on n'a pas eu une oreille attentive sur la question. Ça a donc déclenché une action des enseignants en 2012 et on a obtenu le paiement des 50% restants. Voilà. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a plus de problème. Sur les 50% restants, il n'y a pas de problème, mais sur le rappel maintenant lié au non-paiement des 50% depuis 2009 jusqu'en 2013, l'État refuse véritablement de se prononcer sur la question. Et ce rappel-là, ça pèse combien? Bon, nous n'avons pas les chiffres exacts pour les enseignants spécifiquement, mais pour l'ensemble des fonctionnaires concernés par cette mesure,
on évalue cela à 247 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pensez que raisonnablement aujourd'hui, l'État ivoirien a les moyens de faire face à cette charge-là? Oui, raisonnablement, on pense que l'État ivoirien a les moyens aujourd'hui. Vous pensez? Oui, puisque tous les moyens sont ouverts, contrairement à 2009. Je pense que la situation économique de notre pays s'est largement améliorée. En clair, vous voulez un partage équitable du gâteau de la croissance? En tout cas, on veut que les enseignants de Côte d'Ivoire aient une bonne condition de travail et de vie. Vous voulez votre partage du gâteau de la croissance, votre morceau du gâteau de la croissance? Je ne le dirai pas ainsi. Je demande simplement qu'on fasse de l'enseignant l'élément clé de l'école. Parce que quand on construit plusieurs écoles, qu'on le construise en diamant ou en or, s'il n'y a pas un enseignant à l'intérieur, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Donc, faire en sorte que l'enseignant ait une bonne maison, ne prenne pas les véhicules de transport commun avec ses élèves ou étudiants, n'aille pas se nourrir dans les gloglors, voilà, mettons le thème, c'est de faire en sorte que l'enseignant, justement, ait un statut social appréciable pour justement communiquer aux enfants la connaissance nécessaire pour faire avancer le pays vers l'émergence, justement. Alors, jusqu'à quand va durer la trêve sociale qu'a demandé le chef de l'État le 1er mai dernier? Bien, nous avons Ça décidé... dépend de qui? D'abord, nous avons décidé d'accepter cette trêve sociale parce que le 30 avril, donc depuis 2012 jusqu'au 30 avril, ce n'est que le 30 avril qu'on a véritablement eu une rencontre de négociation avec le gouvernement. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait quoi? Quel type de rencontre? Bon, ce n'était pas des rencontres de négociation. C'était plutôt des rencontres pour nous dissuader de revendiquer. C'était pour nous menacer, c'était pour nous insulter. J'ai encore en mémoire la rencontre du 25 mars avec Madame le ministre Kandia Kamara Kamisoko, où on nous a pratiquement insultés, taxés d'assassins. D'assassin de l'école ivoirienne. D'inconscients. Alors que nous réclamons simplement le paiement d'une dette contractée par l'État et qui est induite par un décret qui n'a pas encore été rapporté. Voilà. C'est ça la problématique aujourd'hui. Vous êtes plus victime d'une injustice? Malheureusement, on nous taxe de pro-Babo pour mieux nous tuer. On nous taxe d'assassins pour que justement l'opinion nationale ne soit pas avec nous. Bon, mais on a bien compris tout ça. Je pense qu'on s'est engagé en tant que syndicaliste à faire en sorte que l'école ivoirienne se porte bien. Et c'est pourquoi depuis longtemps, on a tendu la main au gouvernement pour que justement on puisse négocier. Et c'est parce qu'il y avait justement ce déficit de négociation que la crise a été déclenchée en mars. Maintenant, vous me dites qu'il n'y a pas un cadre de concertation bien précis pour parler de ces problèmes-là. Oui. Alors, que faisiez-vous depuis longtemps avec le pouvoir, avec la primature? Et je voudrais savoir aussi, est-ce qu'aujourd'hui, là, dans quelques jours, ce sera les examens de fin d'année, il y a également la question des arriérés des primes de correction, toujours en suspens. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu de ce côté-là? Bien. Je vais commencer par la dernière question au niveau des arriérés des examens concours. Il faut dire que depuis plus d'une décennie, nous souffrons justement de ce paiement-là. On attend souvent une année entière pour se voir payer les indemnités de correction de l'année précédente. Et on a donc demandé au gouvernement d'appliquer un arrêté qui a été signé pour instaurer l'intendance et permettre justement de régler cette situation. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, avec le gouvernement, on a pu obtenir justement le paiement des avancements, comme on l'avait indiqué tout à l'heure. C'est vrai que ce n'était pas la préoccupation majeure des enseignants de Côte d'Ivoire, mais nous saluons cette mesure puisque depuis 27 ans, pour certains fonctionnaires, justement, les avancements étaient bloqués. Pour les enseignants du secondaire, on a connu déjà le déblocage de nos avancements jusqu'en 2008. Mais on salue cela et on espère que ça ne va pas s'arrêter. Mais ce que je veux dire ici,
nous, en tant que syndicat, on n'est pas satisfait hein, de ce que le gouvernement a proposé. Mais comme il y a une amorce de négociation, pour nous permettre de résoudre le problème des enseignants de Côte d'Ivoire, ça vous soulage. Nous, ça nous soulage, on saisit cela et on s'inscrit dans cette voie de négociation. Mais ça ne veut pas dire que notre patience aussi a des limites. Voilà, que nous sommes patients indéfiniment. Des limites, ouais. Voilà. Comme on le dit souvent, la patience est un chemin d'or, mais nous, on sait aussi que la patience ne peut pas nous endormir. C'est pourquoi, c'est vrai qu'on est inscrit dans la phase de la négociation, mais on espère effectivement qu'un cadre sera mis en place pour qu'on résolve les problèmes des enseignants de Côte d'Ivoire, le paiement des choses des arriérés. On a le problème des enseignants raccrochés et de contractuels, environ 97, qui ont travaillé pour le compte de la Côte d'Ivoire et qui ont été exclus de la liste de ceux qui devaient être recrutés par la fonction publique parce qu'ils auraient fait un mouvement d'humeur dans le courant du mois de janvier. On a demandé à Madame le ministre de revoir cette situation puisqu'on a un déficit d'enseignants. Ils ont rendu service à l'État pendant près de 2 ans parce qu'ils auraient fait, d'après eux, un mouvement d'humeur. On les exclut directement de la liste et on prend des personnes qui n'ont pas signé de contrat avec l'État ivoirien. Je prends le cas des censeurs qui ont passé un concours, qui ont été admis en 2010. Lorsque le gouvernement est arrivé, Madame le ministre Kandia a donc annulé les résultats. Les concernés sont allés se plaindre à la justice. Et pourquoi? Bon, elle a avancé des raisons que nous, on n'a pas bien compris, donc je ne vais pas vraiment m'attarder à donc pour vous, ce sont des raisons subjectives. Donc ils sont allés porter plainte devant la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême, qui lui a donné raison à travers une grosse. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été réhabilités et réintégrés dans l'enseignement. On a la suspension de nos cotisations en tant que syndicat. Et là, c'est un problème, parce que je pense qu'il faut faire en sorte que les syndicats puissent vivre. Dans une démocratie moderne, là, il faut faire en sorte que les syndicats... Vous voulez que les syndicats soient subventionnés comme ailleurs? Bon, même si on n'arrive pas là-bas, au moins les cotisations que nous générons, qu'ils permettent qu'on puisse les prélever sur les soldes de nos militants, afin d'en faire bon usage. Depuis 2013, le gouvernement a suspendu ses précomptes et va à l'encontre même d'une décision de la CEDEAO qui recommande donc à ces États-là de procéder donc au check-off. Il y a une longue liste de problèmes. C'est pourquoi on souhaite simplement qu'il y ait un cas dans lequel on pourrait justement évoquer ces choses-là et trouver des solutions durables pour que le corps se porte bien. Mais comment se fait-il que les enseignants, les fonctionnaires ont souvent pratiquement les mêmes préoccupations, mais les syndicats qui portent ces revendications dans les négociations avec le pouvoir ne parlent pas toujours d'une seule et même voix? Ça, c'est une très belle question. Je pense que j'étais au Kenya récemment en février, dans le cadre de l'International de l'éducation. On a fait mention de cela, effectivement. Mais il faut dire que les syndicats qui sont du type anglophone n'ont pas la même perception que nous. Ouais. Malheureusement, en Afrique francophone, c'est là qu'on constate qu'il y a de la multiplicité des syndicats pour des problèmes de... Un héritage colonial. Hein. Voilà. Donc, on travaille à ce que, justement, aujourd'hui, depuis 2012, nous travaillons à créer, justement, une intersyndicale au sein du secteur de l'information. On espère y arriver. Voilà, on espère y arriver. Alors, selon vous, est-ce que la politique de l'enseignement même, telle que menée aujourd'hui, vous conforte? Est-ce que cette politique-là vous conforte dans la transmission du savoir, qui est votre métier, le nombre d'heures de cours, le contenu des programmes, les conditions de travail? Est-ce que aujourd'hui, tout cela vous conforte et vous aide à mieux rendre ce savoir-là aux enfants? Bon, pour faire un état des lieux de l'école actuellement, il faut préciser que les conditions ne sont pas vraiment réunies. Est-ce qu'elles sont moins réunies aujourd'hui qu'hier? Bon, il y a eu quand même une nette amélioration en termes de construction d'établissements. Ce qui est important. C'est important. C'est un grand pas. Il faut le souligner. Ouais.
mais c'est encore insuffisant. On a encore des salles de classe où il y a près de 120 ou 130 élèves. Dans le public? Dans le public. Vous voyez que ce n'est pas une norme. Voilà. Ensuite, au niveau des programmes, il y a un travail qui doit être fait pour que ces programmes soient revisités, relus. Il y a aussi... Qu'ils soient mieux adaptés. Voilà, mieux adaptés à l'environnement actuel. Ouais. Il y a aussi l'APC qu'on veut forcément implémenter. C'est quoi l'APC? L'approche par compétence, qui a une forme pédagogique nouvelle. Mais on veut l'implémenter sans vraiment former les acteurs même qui doivent faire la formation. Là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à revoir à ce niveau. Donc, il y a aussi un déficit d'enseignants. C'est un déficit d'enseignants. Aujourd'hui, on expérimente les enseignants bivalents. C'est-à-dire qu'ils font deux disciplines. On copie un peu la réforme en France. Ouais. Alors qu'en France, les enseignants même rejettent cela. Ouais. Voilà. Bon, c'est tout ça qu'il faut qu'on voit ensemble. Je pense que pour l'instant, on ne s'est pas encore vraiment engagé dans la politique éducative. Mais les jours à venir, les mois à venir, on fera en sorte de pouvoir influer sur les décisions du gouvernement sur la question. Que pensez-vous de la formation des enseignants aujourd'hui? Est-ce qu'elle est qualitative, cette formation-là qu'on donne aux enseignants? Bon, en tout cas, on souhaite qu'on améliore cela. On souhaite qu'on améliore cela. Je ne vais pas vraiment porter un jugement qualitatif là-dessus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand un enseignant est bien formé, bien entendu, ça réjaillit automatiquement sur la qualité de la formation qu'il donne. Donc, malheureusement, la formation continue n'est pas une priorité pour le gouvernement. Alors qu'elle est essentielle. Alors qu'elle est essentielle. Donc, faire en sorte que les enseignants soient suivis en classe, qu'ils aient, comme au Sénégal, la possibilité de se former. Au Sénégal, j'ai lu le programme qui a été mis en place dans l'année 2010. Environ 400 enseignants au niveau du ministère de l'enseignement technique, par exemple, étaient formés chaque année. Et puis, faisaient un transfert. Donc, nous aussi, on doit faire en sorte qu'il y ait un programme de formation continue qui soit connu et qui permette aux enseignants de Côte d'Ivoire d'être formés continuellement afin d'être efficaces. C'est ce qui manque actuellement, je pense, à notre système. Est-ce que la gratuité de l'enseignement, telle que vendue par les politiques, est une réalité aujourd'hui? Je vais vous inviter, Ange, à vous rendre dans nos écoles publiques et à bien vous informer. Je ne pense pas que ce soit véritablement gratuit. Et pourquoi? Puisqu'il y a des frais supplémentaires qui sont payés par les parents. Alors quand on dit une éducation gratuite, bon, en principe, même si on ne doit pas payer quelque chose, c'est un petit forfait voilà, qu'on peut demander aux parents d'élèves. Aujourd'hui, en plus des frais d'inscription qui ne sont pas gratuites, il faut encore payer de l'argent dans les COGES et d'autres frais annexes non déclarés souvent. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Surtout que nous-mêmes, on se bat pour une école pour tous. Une école pour tous et une école gratuite pour tous. Jean-Yves Abonga, à quoi devrions-nous nous attendre les jours qui viennent? Bon, je pense que ça va dépendre de nos gouvernements, principalement. Nous, depuis le 1er mai, on s'est engagé résolument à observer la trêve sociale, oui. À aller même sur le terrain. Je rappelle que lors de cette crise, vous allez me permettre de le mentionner quand même, des individus se réclamant d'un groupement politique sont allés même attenter à la vie de certains enseignants. Donc on a dû nous rendre sur le terrain, aller dans ces villes-là, pour rassurer les enseignants et rassurer aussi la communauté éducative et pour appeler à l'apaisement. Donc nous, on s'est engagés dans cette voie-là pour permettre justement que les travaux de fin d'année puissent achever dans de très bonnes conditions. Donc tout dépend du gouvernement aujourd'hui. On a fait notre part, en tant que le gouvernement fasse sa part aussi, qu'il mette en place le cadre, qu'on s'asseye et qu'on voit ensemble ce qu'il est possible de faire à l'heure actuelle. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci Jean-Yves Abonga, un porte-parole du mouvement des syndicats de l'enseignement général, technique et assimilé de Côte d'Ivoire. Merci. Merci d'être passé par chez nous. Merci beaucoup.